BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview, une grande interview enregistrée aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour Éric Lombard. Bonjour Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous, directeur général de la Caisse des dépôts. Beaucoup de débats à ces rencontres d'Aix-en-Provence. Alors vous avez participé à une table ronde un peu prospective. C'était rendre la vie désirable. Comment faire ? Alors en fait, on était assez d'accord sur le panel pour se dire que pour rendre l'avenir désirable, il fallait qu'on soit dans une économie zéro carbone et dans une trajectoire 1,5 degré. Et c'était ça l'élément central pour que pour les jeunes, l'avenir soit un avenir dans lequel ils aient envie de se projeter. Et ça va demander des investissements massifs. Et ma conviction, on en a déjà parlé, c'est que pour qu'on puisse financer ces investissements massifs, il y a de l'argent, il y a les fonds des investisseurs, des banques, des États, de la Caisse des dépôts. Mais il faut absolument modifier le fonctionnement du capitalisme et de l'économie de marché pour qu'il y ait une adaptation entre la rentabilité attendue de ces investissements de transformation, puisqu'il s'agit de transformer toute notre économie, et les attentes des investisseurs, notamment les attentes en termes de rentabilité. Oui, j'ai envie de dire la transition écologique, c'est bien, on va en reparler, parce que vous mettez quand même près de 100 milliards sur la table en 5 ans. Mais il y a quand même aussi, vous participez beaucoup à la reconstruction des quartiers difficiles dans le cadre des quartiers de plan 2030. On voit bien que c'est insuffisant malgré l'argent que met notamment la Caisse des dépôts. Mais juste un point d'actualité avant, parce que la décision doit tomber incessamment sous peu. Est-ce qu'il faut encore augmenter ou pas le livret A ? Vous avez donné votre réponse à Aix. Ici, vous avez dit non, stabilité. On sent bien quand même qu'il y a une hésitation du côté du gouvernement. Il y a une formule. À quoi vous vous attendez ? Et surtout, pourquoi vous estimez qu'il ne faut pas augmenter le taux du livret A ? Il y a un peu une bataille du livret A. Alors, les règles sont simples. Le gouverneur propose, le ministre dispose. Et je me permets de donner un avis puisque vous me le proposez justement. En fait, l'argent du livret A, c'est d'abord l'argent effectivement des épargnants, des Françaises et des Français. Et à un moment où l'inflation va baisser, 3% dans la hiérarchie des taux, à un moment où l'assurance vie rapporte un peu plus de 2%, pour un placement qui est défiscalisé, qui est complètement liquide, qui est complètement garanti, c'est une rémunération qui, pour l'essentiel, protège de l'inflation et qui, surtout avec l'inflation qui baisse... protège pas de l'inflation ? Alors, non. Transitoirement, c'est vrai qu'on est au-dessous de l'inflation qui, cette année, devrait probablement arriver entre 4 et 5%. Mais il y a un autre aspect du bilan qui est qu'est-ce qu'on fait de ces fonds ? Ces fonds, on les prête notamment au logement social pour construire des logements sociaux et pour faire de la rénovation thermique des logements sociaux et des bâtiments publics. Et dès qu'on augmente le taux du livret A, on augmente le coût de la dette des acteurs publics. Et si on ajoute le logement social et les collectivités locales, ça représente 200 milliards d'euros qui sont prêtés au taux du livret A. Et si on augmente les taux de 1%, ce qu'effectivement la formule pourrait permettre de faire... Oui, ça peut aller jusqu'à 4%. Hein, et à 4,1 paraît-il. Ça coûte 2 milliards de plus au logement social pour 1,7 milliard et aux collectivités locales pour 300 millions. Et nous pensons que, puisque l'inflation est transitoire, il serait logique que cet effort soit demandé aux épargnants afin de soutenir le logement social et le développement local. Oui, donc à la limite, il faudrait couper la poire en deux. Le ministre décidera. Nous, en tant qu'accompagnants du logement social, on pense que 3%, pour le logement social, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Mais les responsables politiques, effectivement, sont en charge de faire ces arbitrages-là. Oui, donc ça va être un arbitrage, en fait, très politique plus qu'économique. Alors, comme souvent avec le livret, on est d'accord, mais voilà, plus que d'habitude. Nous verrons, c'est un choix entre la rémunération de l'épargne et le coût du logement social. C'est forcément et économique et politique. Le livret A, c'est forcément une décision politique. Et là, la collecte du livret A, elle explose toujours ? Elle est massive, 20 milliards d'euros depuis le début de l'année, 50 milliards d'euros depuis le début de l'année 2022. 50 milliards d'euros d'argent qui arrive sur les fonds d'épargne et qui nous permettrait de faire plus. En réalité, il faudrait qu'il y ait plus de projets parce qu'aujourd'hui, les prêts des fonds d'épargne sont de l'ordre de 10 à 12 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, par rapport aux 50 milliards, on a des marges de manœuvre pour faire plus. Oui. Là, depuis le début de l'année, donc à fin juin, on est à combien ? On est à plus de 20 milliards.
On n'a pas encore les chiffres de fin juin, mais fin mai, on était à plus de 20 milliards déjà. D'accord. Et là, ça continue encore au mois de juin. Et sans doute. Oui. J'ai pas encore les chiffres. D'accord. Et on voit bien que le livret A est devenu vraiment le refuge, parce que c'est plus que l'assurance vie. En fait, c'est aussi que ça bouscule un peu toutes les rémunérations des produits d'épargne. Alors, je voudrais plaider pour la hiérarchie des rémunérations, et aussi chaque produit a son utilité. L'assurance vie, au-delà d'avantages fiscaux qui ont été largement gommés, c'est un produit qui est absolument unique pour organiser sa succession, oui. Puisque on ajoute un abattement fiscal à l'abattement donné sur le reste du patrimoine. Et puis, si on est dans des fonds en euros, c'est aussi un capital qui est garanti. Donc, c'est des investissements qui sont très sûrs. Mais avoir un peu d'actions dans ces portefeuilles, même si les marchés actions sont élevés, sur le long terme, ça donne des rentabilités historiquement qui sont très supérieures au taux dont on parle aujourd'hui. Donc l'idée d'avoir une diversification, quand on a un peu d'économie entre les différentes classes d'actifs, c'est quelque chose qui me paraît aussi très sain. Je le disais, Éric Lombard, la Caisse des dépôts est aussi évidemment au cœur de la réhabilitation des quartiers, des logements sociaux, à travers, vous venez de nous l'expliquer, à travers les fonds collectés par le livret A. On a vu que beaucoup de bâtiments, de logements, de mairies ont été détruits à l'occasion de ces 4 jours d'émeutes quand même très très violentes. Le président de la République a parlé d'une loi de reconstruction très rapide. Comment est-ce que ça va se passer, sachant que les fonds, très souvent, ils viennent de la Caisse des dépôts? Oui, alors d'abord, je voudrais exprimer ma solidarité envers les maires de ces villes, de ces quartiers qui ont fait face à une période difficile. Et puis, je voudrais aussi adresser un message d'espoir. En fait, la politique de la ville, ça fonctionne. On a réussi... mais ça, c'est la grande question. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne, mais je vais expliquer pourquoi. On a réussi, depuis l'initiative historique de Jean-Louis Bourlot, à avoir des fonds dans l'Agence nationale de rénovation urbaine, ce qui fait que chaque année, on rénove des quartiers. Et c'est un travail de longue haleine. Mais il y a de plus en plus de quartiers politiques de la ville sur lesquels les bâtiments ont été rénovés. Il y a des bâtiments neufs, il y a des médiathèques, il y a des services publics. Mais regardez, les médiathèques, les ont brûlés. Enfin, dans les quartiers, là où il y a eu des émeutes. Hein. Alors, il y a régulièrement des mouvements, malheureusement, de violence ou de manifestations. Pourquoi? Parce que les quartiers, c'est aussi un endroit où l'intégration se fait le plus souvent. Et une fois que les gens sont intégrés, ont réussi un début d'ascension sociale, souvent ils quittent les quartiers, ils sont remplacés par des personnes qui arrivent. Et ce qui fait que c'est un peu un travail sisyphéen, mais en réalité ce travail fonctionne parce qu'au fur et à mesure, nous intégrons ces personnes qui sont initialement dans une difficulté compte tenu de leur origine sociale ou géographique. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors ce que nous disent ces émeutes, c'est qu'il faut qu'on en fasse plus sur l'intégration. Ça passe d'abord par le développement qui va être très important dans Quartier 2030. Quartier 2030, c'est le plan qui a été annoncé à Marseille par le président de la République, qui est un nouvel élan à la politique de la ville. Et ça va passer notamment par l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, non seulement il faut donner un emploi à tous ces jeunes qui arrivent, mais donner la possibilité à ceux qui ont envie d'être entrepreneurs de le faire. Oui, mais c'est très peu, c'est infime. C'est pas ceux qui ont déclenché ces violences, d'abord parce qu'ils sont, pour un tiers, ils étaient mineurs. C'est des très jeunes, mais c'est des très jeunes qui sont désespérés. La moyenne d'âge était de 17 ans. Alors, et puis, il y a aussi des effets très nouveaux qu'on comprend peut-être pas encore très bien, c'est l'effet des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand des jeunes échangent sur les réseaux sociaux en disant « chiche, on va brûler une voiture parce que dans la ville voisine ils l'ont fait », ça c'est des effets qu'on ne connaissait pas. Et quand on a eu la réunion à Matignon au conseil interministériel de la ville autour de la première ministre, les associatifs étaient là et nous disaient « mais on a du mal à nouer un dialogue avec ces jeunes parce que leur vision du monde n'est pas celle que nous avions ». Donc là il y a un lien évidemment à retravailler. Ah oui. Il y a un lien à retravailler. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner ce qui a été fait, il faut le poursuivre. Nous, on va évidemment continuer à financer cela. Et puis, les services publics doivent être encore plus présents. Il faut l'accélérer, parce que déjà, à travers l'ANRU, vous faites déjà beaucoup de choses. Il faut l'accélérer. Je pense qu'il faut aller plus vite, notamment sur la présence des services publics. Vous savez qu'on a une initiative commune avec le gouvernement et avec la Poste, c'est les espaces France Service. Ouais. Eh bien, ces espaces, parfois, ils sont mobiles. J'étais il y a quelques mois à Orléans, où il y a une camionnette France Service qui va précisément dans les quartiers politiques de la ville pour apporter les services publics, pour l'emploi, l'assurance maladie, pour les personnes qui ont du mal à faire leurs papiers. Et donc cette présence des services publics dans les quartiers, elle doit également être renforcée pour que toute la palette de ce qui permet à la France de fonctionner au total de façon
collective soit également apportée aux habitants de ces quartiers. Oui, Éric Lombard, alors je cite, je les ai beaucoup cités, mais je vais encore les reciter. Pile il y a une semaine, je recevais Saïd Amouche et de Mosaïque RH et Moussa Camara. Il disait, la politique de la ville, c'est très bien, donc, mais c'est des milliards dépensés qui finalement ne vont que dans le bâti, que dans la reconstruction, comme vous dites tout là, soit la construction de nouveaux logements sociaux, d'une médiathèque, soit sur la reconstruction, l'amélioration de l'habitat. Très important. Mais en revanche, tout ce qui est soft power a complètement disparu. Les associations, le lien dont vous parliez à l'instant. C'est là, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que patron de la Caisse des dépôts? Alors, c'est les deux personnes que vous citez, on les connaît bien. On travaille beaucoup avec Saïd Amouche. Oui. D'ailleurs, parce que ça se joue aussi institution par institution, entreprise par entreprise. À la Caisse des dépôts, dans nos démarches de diversité, on va mettre l'accent sur les recrutements dans la diversité des origines, ce qui est une façon d'intégrer. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, et aussi Moussa Camara. C'est vrai qu'il faut qu'on investisse plus dans l'associatif. Il y a eu une table ronde à l'instant sur le fait de développer le sport. Le sport, d'abord, c'est une formation aussi à la citoyenneté. Et il faut que sur le sport, sur la culture, on trouve le moyen d'avoir plus mais on a coupé les vivres à toutes les associations sportives. C'est certainement une question à se poser pour que ces fonds-là soient réinjectés, afin que le tissu associatif soit revivifié. C'est ce que... Dire qu'on n'investit que dans le bâti me paraît un peu réducteur. On investit aussi dans le lien entre ces quartiers et les zones d'activité. Je vais vous donner un exemple. Au Mirail, près de Toulouse, auparavant, d'abord ce quartier est en train d'être reconstruit, oui, bloc par bloc. Il y a aussi des activités qui permettent à ceux qui veulent d'avoir un lopin de terre pour faire un peu d'agriculture. Mais auparavant, les services de transport public contournaient ce quartier. Aujourd'hui, ils passent au cœur pour que les personnes qui ont du travail, et surtout qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont du travail, puissent aller facilement à Toulouse ou dans les villes où il y a de l'emploi. Donc la réintégration de ces quartiers dans l'espace public commun me paraît aussi un angle important des politiques à mener dans les années qui viennent. Alors vous l'avez dit, on a beaucoup parlé, du reste c'est un peu étonnant, ici à Saint-Condax on a très peu parlé du phénomène, pourquoi il y a eu ces émeutes, qu'est-ce que ça veut dire, on en a assez peu parlé. En revanche, alors il faut dire que c'est au cœur du mainstream, c'est la transition écologique, transition climatique, transition énergétique, parce que tout est lié. Là, vous avez annoncé il y a quelques jours que vous mettiez 100 milliards sur la table. Alors, il faut faire attention, c'est pas 100 milliards en cash tout de suite, c'est sur 5 ans, on est dans des prêts aux entreprises, aux collectivités. Et du capital. Mais il y a aussi du capital. Expliquez-nous justement à quoi vont servir ces 100 milliards. Alors, il y a quelque chose qu'on sait bien faire en France, c'est la planification. Oui. Et aujourd'hui, il y a auprès de la Première ministre un secrétariat général à la planification écologique. Oui, mais c'est très important parce que en réalité, c'est trop français, non? Non, attendez, vous allez voir. La transformation écologique, il faut tout transformer. C'était sur toutes les tables rondes, tout le monde disait ça. Il faut tout transformer. Mais parce que ça fait bien aussi, mais il faut le faire. Oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut transformer l'industrie, les mobilités, l'habitat, la génération d'énergie. Et donc, l'idée de dire combien on va mettre pour les énergies renouvelables, pour la transformation des mobilités, pour avoir des mobilités décarbonées dans tout l'espace national et pas seulement dans les grandes métropoles. Comment investir pour la rénovation thermique, pour accélérer la rénovation thermique et surtout pour réindustrialiser le pays, ce qui répond à un objectif d'emploi, de souveraineté et d'écologie. Parce qu'on disait ce matin à une table ronde, un médicament fabriqué en France, il coûte 0,01 centime d'euro de plus que ceux qui sont fabriqués en Chine. Donc franchement, c'est pas très compliqué de se dire qu'on assume ce coût et on fait des usines en France. Oui, mais paradoxalement, parallèlement, c'est la chaleur, parallèlement, vous avez l'assurance maladie qui coupe complètement, qui bloque toute augmentation des prix du médicament en France. C'est pourquoi il faut que toutes ces filières de transformation soient bien identifiées, que les montants de financement qui doivent se déverser dans chaque filière soient connus, de façon à ce que nous, on oriente le travail. Et la Caisse, dans ses mandats, qui sont les énergies renouvelables, la réindustrialisation, les transports publics, et il y en a beaucoup d'autres sur lesquels les entités du groupe, BPI France, CNP Assurance, sont engagées, va mobiliser ces fonds. Et donc, le financement est là. Il y a deux difficultés qui sont devant nous. C'est trouver des porteurs de projets.
trouver des porteurs de projets pour qu'il y ait aussi C'est de quoi l'argent un porteur privé. de projet? Un porteur de projet, c'est un acteur privé, et on est associé à beaucoup d'entre eux, qui lui-même va aller chercher l'endroit où il va mettre un champ de panneaux solaires. Ça peut être souvent des porteurs publics. Il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable portés par les départements. J'étais dans l'Eure où il y a une société qui s'appelle Siège et qui fait de l'énergie renouvelable. Dans le Loiret, on va prendre les délaissés agricoles, les délaissés urbains pour mettre des panneaux solaires. Dans la Vienne, il y a un grand énergéticien. Donc ça passera beaucoup par les collectivités locales, ça passera beaucoup par les entrepreneurs du privé qui vont opérer cette transformation. Et nous, on doit leur dire que les financements sont là, qu'on va les accompagner pour qu'on puisse accélérer. Mais il me semble que dans la phase qui vient, ce n'est pas les financements qui vont manquer, c'est les porteurs de projets. Et donc, le signal qu'on peut donner, c'est que ceux qui ont des projets de transformation écologique, ils vont trouver auprès de nous des personnes engagées pour les accompagner. Et ça, c'est demain, enfin, parce que l'ensemble, c'est sur 100 ans, 100 milliards sur 5 ans. Mais ça démarre quand? Alors, les 100 milliards, ça commence en 2024, mais notre précédent plan était un plan à 60 milliards, oui, on remonte. Et sur ces 60 milliards, en 2 ans, on devait faire ça en 4 ans, on en a déjà engagé 56 milliards. Donc, en fait, on continue en accélérant, mais les énergies renouvelables installées par la Banque des Territoires l'année dernière, c'est 6 gigawatts. Donc, on compte en nombre de centrales nucléaires. L'hiver prochain, on devrait avoir moins de problèmes, d'abord parce que les cuves de gaz sont remplies, parce que les barrages sont remplis, mais aussi parce que les centrales nucléaires fonctionnent mieux, mais aussi parce qu'on a des énergies renouvelables qui sont installées qui ne l'étaient pas auparavant. Donc tout ça, c'est une transformation qu'il faut accélérer, mais elle est déjà en marche. Oui, enfin, les énergies renouvelables, je sais que le président a dit qu'il fallait évidemment développer encore ça, mais il y a une réticence des collectivités locales, vous le sentez bien aussi. C'est pour ça que j'ai cité volontairement 4 départements qui le font. Et puis j'étais en Vendée il y a peu de temps avec Dominique Faure, la ministre en charge des collectivités locales. Il y a des champs et d'éoliennes qui viennent d'être connectés sur le réseau, qui sont au large de la Vendée. Et il y a des nouveaux champs d'éoliennes maritimes qui sont en train d'être installés. Donc je pense qu'il faut transformer l'éco-pessimisme en éco-action. Et on a des moyens d'action qui sont nombreux. Et Eric Lombard, surtout vous avez les poches pleines, vous avez beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on fait tout le temps appel à vous. Mais il faut dire que vous êtes le bras armé de l'État aussi, c'est le rôle de la Caisse des dépôts. Sur le financement des EPR, comment vous allez y participer et à hauteur de combien? Est-ce que ça se précise? La dernière fois, vous nous avez dit que vous alliez participer à une émission obligataire pour financer un EPR. Là, ça commence à prendre forme. On a vu que le conseil d'administration, ça y est, a validé Panly 2. Quel est votre rôle et votre place? Alors, ça n'est pas aussi avancé que cela, parce qu'il y a 2 sujets importants, effectivement. Il y a combien de centrales et dans quel type de structure. Il y a un sujet essentiel, c'est quelle sera la méthode de fixation du prix de l'électricité. Ah bah oui. Voilà, tout ça, évidemment, est essentiel dans le financement. C'est l'équation financière de Luc Rémont dont on parlait du reste. L'État, il travaille avec Luc Rémont et avec l'Union européenne. Nous, ce qu'on a dit, c'est que si les centrales qui sont devant nous coûtent 60 milliards d'euros, il y aura une part importante qui vont être des fonds propres, une part importante qui va être des émissions obligataires organisées par les banques ou peut-être des financements commerciaux. Et nous pensons qu'un tiers de ce montant, 20 milliards, pourrait être financé par les fonds d'épargne, par l'argent du livret A dont on parlait tout à l'heure. Si on dit que en 18 mois, la collecte des fonds d'épargne, c'est 60 milliards d'euros, probablement on sera autour de ce type de montant, vous voyez bien que en 18 mois, on aurait déjà de quoi financer tout le programme. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va simplement prendre 2 milliards par an. Donc ça sera évidemment pas au détriment du logement social qui reste notre première priorité. Non, mais on a des marges de manœuvre pour faire plus. Et les fonds d'épargne pourraient effectivement financer un tiers du programme. Luc Rémont est au courant de cela et c'est à lui de fixer son équation financière une fois que les autres éléments de l'équation auront été fixés. Et vous êtes prêt à y participer en fonds propres ou alors en émission obligataire? Alors, ou à un autre moyen de financement, bien sûr. En fonds propres, là, en l'occurrence, ça n'est pas dans nos priorités et d'ailleurs, ce ne serait pas dans nos moyens. Ce serait au détriment de nos autres missions. Donc ça, je ne le propose pas. En revanche, ce serait avec les fonds d'épargne, donc l'argent du livret A, et ça, on en a tout à fait les moyens. Et participer à des émissions obligataires, pourquoi pas? C'est quelque chose que, bien sûr, on peut regarder. Et à ce moment-là, est-ce que lorsque vous mettez votre argent sur le livret A, on peut imaginer une petite case? Est-ce que vous acceptez que votre épargne aille au financement du nucléaire? Parce qu'il y a quand même
encore pas mal de Français qui sont opposés au nucléaire. Alors, ce que j'ai observé depuis quelques mois, et Oui, il y j'ai a un été revirement, auditionné, c'est évident. j'étais auditionné par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et nous avons évoqué ce sujet. Et d'ailleurs, la programmation énergétique a été votée très largement par les deux assemblées. Ça n'a pas soulevé de débat. Ça ne veut pas dire que le débat est derrière nous, mais je pense qu'un consensus est en train de s'installer. En tout état de cause, les Français savent ce que nous faisons des fonds d'épargne. Le logement social d'abord, le financement des collectivités locales. Mais c'est pas non plus une SICAV où on décide, voilà, je coche pour avoir tel ou tel type de placement. Il faut qu'on garde la mutualisation de ces fonds pour l'intérêt général. Toute dernière question, Éric Lombard. Comme vous jouez souvent les pompiers, on l'a vu avec la création de BPI qui a vraiment trouvé sa place d'une manière très importante au cœur du système de financement des entreprises. Mais on l'a vu au moment de la crise de la Covid, etc., avec ces PGE. Est-ce que vous avez identifié un autre point, un autre secteur où la Caisse des dépôts devra intervenir ? Alors BPI, puisque vous en parlez, qui vient de fêter ses 10 ans, c'est un très très beau succès et vraiment c'est une entité, une institution indispensable. Le logement, on y travaille, on a parlé des quartiers, tout ce qui est vieillissement et grand âge. Voilà. On est en train d'intervenir pour sauver Orpea. C'est en train de se décider, mais nous finançons les EHPAD publics. C'est important de le rappeler. Et on a beaucoup d'initiatives pour accompagner nos concitoyens qui sont dans le grand âge, qui sont dans la dépendance. Je pense par exemple à ce qu'on fait dans le logement inclusif, qui permet d'avoir de la diversité dans les logements. Et je pense que tout ce qui est diversité est un élément important de réponse aux enjeux qui sont devant nous. Et pour le grand âge, avoir dans des bâtiments inclusifs des jeunes ménages qui peuvent aider des plus anciens, les plus anciens pouvant élever les plus jeunes, c'est une mode d'organisation où on retrouve ce qui se passait dans les villages auparavant et qui est une réponse au défi du temps. Ça s'appelle le béguinage dans l'ancien temps. Ça s'appelle aussi le béguinage, voilà. Absolument. Et ça reprend et ça repart. Orpea, c'est pas encore bouclé, c'est plus compliqué que ce que vous nous aviez expliqué il y a quelques semaines. Alors, il y a une très bonne nouvelle, c'est que les classes de créanciers se sont exprimées et une majorité de classes ont voté aux 2/3 et même les actionnaires ont voté à la majorité, même si techniquement, sans rentrer dans les détails, le vote aux 2/3 permettait de passer plus facilement. Mais le fait que 6 classes aient voté aux 2/3 permet au juge de prendre une décision qui, j'espère, sera positive, qui peut-être sera contestée devant les tribunaux. Et il faut attendre que tous les recours soient purgés. Et il y en a déjà plusieurs qui ont été émis par des créanciers mécontents ou d'autres acteurs ou des actionnaires mécontents. On pense que la Cour d'appel aura rendu avis sur l'ensemble de ces contentieux à la rentrée. Et si ces avis soutiennent la décision du tribunal de commerce, et si cette décision est favorable, ce que nous verrons ces jours-ci, eh bien, dans ces cas-là, avant la fin de l'année, octobre, novembre, on pourra injecter des fonds pour devenir actionnaire majoritaire d'Orpea et continuer le travail de redressement qui a été engagé courageusement par l'équipe qui est en charge. Oui, par Languéo. Bon, on voit que le dossier a quand même pris du retard parce que c'était en juillet que ça devait tout boucler, la négociation financière. Alors, la négociation financière sera bouclée en juillet avec la décision du tribunal de commerce, mais après, il y a les recours. D'accord, ok. Merci beaucoup, Éric Lombard, d'avoir été avec nous, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.